Bonjour. Richard Fanicky en micro, IPGR Chronique Info. IPGR Chronique Info, c'est le magazine de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains. Une émission que vous suivez aussi sur les chaînes de nos partenaires Risque TV et Aléa TV, ainsi que sur les réseaux sociaux. Une émission consacrée aujourd'hui à un grand nom du secteur des nouvelles énergies et au livre qu'il vient d'écrire et qui s'intitule Le vent de Vénus, sorti prévu le 15 octobre aux éditions du Rocher. Le vent de Vénus, avec en sous-titre une saga d'entrepreneurs du petit berger andalou à la Bourse de Paris. Un livre écrit par Jean-Marie Saint-Ander. Jean-Marie Saint-Ander, bonjour. Bonjour. Jean-Marie Saint-Ander, vous êtes reconnu comme le pionnier et le spécialiste incontesté des énergies renouvelables en France, fondateur et à l'origine du succès de la société Teolia, première société privée cotée dans l'éolien que vous avez emmenée en un temps record au SBF 120, indice boursier prestigieux du New York Stock Exchange Euronext Paris. Le vent de Vénus raconte l'histoire de votre progression à la fois passionnante et foudroyante dans le monde de l'éolien, votre grande spécialité. Ne dites-vous pas d'ailleurs, l'éolien, c'est mon ADN. Mais votre succès sera trop rapide pour certains. Les grandes multinationales de l'énergie voient votre réussite et votre esprit indépendant et autodidacte d'un mauvais œil. Votre ascension fera des envieux et suscitera jalousie et rivalité destructrice dans ce monde impitoyable du business et des arcanes dévastateurs de la bourse. Certains n'auront de cesse de vous mettre des bâtons dans les pales, si je puis dire. Ils vous obligeront à quitter la présidence et la direction de Teolia en septembre 2008. Aujourd'hui, vous avez fondé une nouvelle société dont vous êtes le PDG Global EcoPower, société entièrement dédiée à ce qui est votre spécialité, les énergies renouvelables, et qui intervient également dans l'éolien. Mais disons-le, votre ouvrage raconte aussi l'épopée de votre famille, les Saint-Ander. Des hommes modestes, mais, écrivez-vous, des hommes honnêtes, généreux et laborieux. Vous racontez leur histoire à la fois émouvante et passionnante, votre histoire. Une histoire d'hommes de la Terre que l'on suit tout au long du livre comme un film ou comme dans une saga télévisée à travers 4 générations. Une histoire qui nous entraîne et qui nous plonge aussi dans les coulisses de la bourse, un univers que vous connaissez bien mais que vous n'aimez pas pour autant. Au début de votre livre, on est très loin de Wall Street et de la haute finance. Tout commence par l'histoire d'un petit berger andalou obligé, Jean-Marie Saint-Ander, de quitter son village. Oui, tout à fait. Il vivait donc dans le sud de l'Espagne et à ce moment-là, la tentation d'aller en Algérie ou au Maroc était très forte et beaucoup d'Espagnols de cette période-là, notamment des jeunes Espagnols, voulaient aller faire leur vie en Algérie puisque pour eux l'herbe était plus verte. L'herbe est toujours plus verte chez les voisins. Alors, vous nous plongez dès le début dans une sorte de Far West algérien, puis marocain, une saga, je l'ai dit, qui se déroule sur 4 générations. Les Saint-Ander seront marqués par des tragédies familiales et par les péripéties de l'histoire. Mais on peut dire que les Saint-Ander feront toujours confiance à leur bonne étoile ? Oui, ce n'est pas toujours facile, mais effectivement, ils feront toujours confiance à leur bonne étoile. Mes anciens se guidaient avec l'étoile du berger, l'étoile dite de Vénus. Alors pourquoi avoir choisi ce titre, le vent de Vénus ? C'est un petit clin d'œil, c'est l'association de cette étoile, donc où toute la famille y a cru, et puis le vent qui fera le succès de Teolia et de la production d'électricité. Alors, vous nous parlez dans le livre des golondrinas. Qu'est-ce que c'est les golondrinas ? Les golondrinas sont des hirondelles en espagnol. Oui. Donc, le symbole des hirondelles, c'est elles vont dans un pays lorsque le temps est mauvais, puis elles reviennent dans le leur lorsque le temps est bon. Donc, les gens d'Algérie appelaient les Espagnols qui venaient au départ, ils venaient pour faire une saison, c'était souvent la saison du vin, pour aller faire les vendanges et les travaux qui vont avec, et ils retournaient dans leur pays. C'était identique à des hirondelles, à des golondrinas, et donc ce nom leur est resté. Alors pourquoi Eugenio, vous allez nous dire qui est Eugenio, quittera-t-il l'Espagne de 1870 pour aller dans un pays inconnu avec sa femme ? Oui, c'est bien pour cela que j'ai voulu écrire ce roman. Je démarre de 1870.
La famille est installée à côté d'Almeria, ne vivent que de chèvres, du lait qu'ils vont chercher aux chèvres, aux brebis, du fromage. Enfin, c'est une vie assez misérable, assez difficile, dans une période très 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 difficile. Hein. De plus, là, la terre est rude dans le sud d'Espagne, du côté d'Almeria, la terre est très rude, et donc il a tenté, et c'est pour ça que je lui rends cet hommage. C'est grâce à lui si on est là aujourd'hui, si j'ai pu faire ce que j'ai fait, parce que bon, il est le dénominateur commun à tous les autres. Il fallait du courage à une vingtaine d'années de dire je laisse tout tomber et je m'en vais. C'est pas comme aujourd'hui, on prend un avion, 2 heures après on est de l'autre côté. Non, c'était tout un périple, il fallait prendre un bateau, aller de l'autre côté, arriver on sait où, on parle pas la langue, on n'a aucune notion du commerce, etc. C'était vraiment hasardeux et difficile de prendre la décision de partir comme ça. C'est pas évident. Alors n'est-ce pas la rudesse des terres ingrates à cultiver qui apprendra et qui permettra au Saint-Ander de surmonter leurs terribles épreuves et une terrible chaîne d'échecs et de tragédies? Ben oui, vous savez, malheureusement, quand on connaît les difficultés, les problèmes très jeunes, on finit par s'habituer à la vie difficile. Chacun peut juger. On est tous entourés de personnes qui ont connu des difficultés tôt, d'autres qu'on n'a pas connues du tout et qui connaissent la première difficulté à 30 ans et qui sont perdus. À 30 ans, ils sont complètement perdus. Donc, malheureusement, j'aurais souhaité ne pas vivre dans cette misère personnellement, dans cette misère, dans cette rudesse, mais elle vous prépare aux difficultés de la vie, elle vous prépare à la rudesse de la vie. Alors les Saint-Ander poursuivront, on peut le dire inlassablement, leur quête d'une vie meilleure. Ben, quand vous êtes dans la misère, on n'est pas trop le choix. Soit vous abandonnez à votre sort, malheureusement il y en a beaucoup qui le font, soit vous essayez de suivre votre étoile et défoncer votre sort en disant il n'y a rien à faire, on va y passer, c'est pas notre génération, ça sera la suivante, ou ça sera l'autre, mais ça finira par passer. Mais alors vous dites avec fierté, moi aussi je suis un fils de famille, les Saint-Ander. Ben oui, parce que c'est quelque chose qui m'a heurté tout au long de ma vie. C'est-à-dire que les noms de famille sont les noms des gens qui ont réussi, des riches. Je suis le fils Peugeot, je suis le fils Renault, je suis le fils Intel. Mais fils de. Je suis le fils de. Et ça c'est quelque chose qui m'a heurté tout au long de ma vie. On peut être issu d'une famille simple, qui avons des valeurs, et on a également un nom qui s'appelle Santander. Bon, il s'avère que celui-là, il m'a choisi puisque c'est le nom d'une banque en Espagne, oui. Mais il n'empêche que c'est quand même un nom de famille et je suis fier de le porter. Il y avait une misère, comme je l'explique dans le roman, une misère. Alors Eugenio se retrouve, c'est pas l'aîné de la famille, hein. À cette époque-là, c'est l'aîné de la famille qui prend la suite du père. Bon, l'aîné est tué, le deuxième, il n'en veut pas. Il refuse, et donc c'est le troisième de la lignée qui accepte. Donc il était à ce moment-là, à partir de 10 ans, il était en train de faire des routes pour une compagnie anglaise. Donc c'était un sacré gaillard, puisque quand à partir de l'âge de 10 ans, vous portez avec votre front des paniers de cailloux, vous avez un coup de taureau, hein, vous avez une force, on va dire, surhumaine. Et cette force surhumaine, il l'a un petit peu tracée. Pour lui, tout était possible. Il a eu une difficulté, c'était sa mère ne voulait pas qu'il parte sans se marier. Il fallait qu'il se marie pour pas qu'il épouse une musulmane. Elle ne voulait pas qu'il épouse une musulmane. Donc elle lui a imposé de se marier et il fallait une femme qui soit de consistance, qui ait le caractère pour accepter de partir comme ça, parce que bon, le déplacement, il se fait pas tout seul, il se fait à deux. Et donc, il a choisi une cousine, ce qui est quand même assez rare. Il a choisi une cousine parce qu'elle avait cette mentalité, elle était costaud, elle pouvait supporter une vie ils avaient peur de cette vie, ils ne la connaissaient pas. Donc ils s'attendaient au pire et donc il a choisi une cousine pour se marier avec elle. Bon, ils ont fait une belle famille et pour passer de l'autre côté du détroit de Gibraltar. Alors vous dites, mon livre est une sorte de défense et d'illustration de l'esprit d'entreprise qui m'anime.
au-delà du témoignage, c'est ce qu'il faut retenir, l'esprit d'entreprise. Vous avez le sentiment que cet esprit d'entreprise fait partie d'une transmission chez les Santander? Ah oui, ça c'est indiscutable. C'est indiscutable. Alors aujourd'hui, on ne retient, et tous les médias le font, on ne retient l'esprit d'entreprise ou l'entrepreneur que de la personne qui a réussi. Ouais. On ne va pas évoquer l'esprit d'entrepreneur d'une personne qui n'a pas réussi. Et pourtant, l'esprit est là. Cette volonté d'entreprendre, c'est pas quelque chose de neutre. Elle est là, elle est en vous. On parle beaucoup aujourd'hui, c'est à la mode avec les problèmes de taxation des hauts salaires. On parle beaucoup des gens qui gagnent des fortunes et qui sont taxés fortement. Mais il y a une différence entre ces personnes qui sont taxées fortement, qui en général n'ont rien créé, et les entrepreneurs qui, en général, n'ont pas des salaires aussi importants parce qu'ils se suffisent avec leurs actions et qui, eux, ont créé quelque chose. Donc, aujourd'hui, on entend de manière récurrente à la télévision, un petit peu partout, parce que c'est un petit peu le sujet d'actualité, mais l'esprit d'entreprendre est pour moi la clé des Santander et la clé de ce roman. Alors, à force de volonté, Jean-Marie Santander, vous passerez votre diplôme d'ingénieur, vous allez vous forger un destin, vous apprivoiserez le vent de Vénus, afin de devenir un pionnier de l'éolien et des énergies renouvelables. Votre richesse, dites-vous, n'est pas héréditaire, partie de rien, vous l'avez construite à main nue. Ah ben oui, ça on peut le dire. J'ai la chance de passer mon bac. Il faut savoir que Eugenio, le premier du roman, ne va pas à l'école, du tout. Le deuxième, Eugène, qui avait l'intelligence d'un ingénieur, puisqu'il fera une invention merveilleuse pour l'époque, et on lui donnera ce qu'on appelle le mérite agricole, qui était une très grande distinction à ce moment-là. Mon père, qu'on retire de l'école à 11 ans parce que sa mère a été assassinée, donc il fallait à tout prix. Et puis on vient du Maroc en France. J'arrive au bac, je tourne assez bien, et mon père me dit écoute, mon fils, on en reste là. Je n'ai pas les moyens d'aller plus loin. Et je voulais être ingénieur. J'avais ça au fond de moi et rien ne pouvait me l'empêcher. Alors il y a la possibilité, en France ça existe, de faire des formations en parallèle de son travail. Donc je me suis marié et j'ai été étudier le samedi, le soir, etc. Et ce pendant presque 8 ans. Quand on a 22 ans, 23 ans, c'est important parce qu'on pense à d'autres plaisirs que d'aller étudier. Et au bout de ces 8 années, j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur du CNAM, qui est quelque chose d'assez difficile, et j'étais très fier. Et donc, aujourd'hui, certaines personnes viennent me voir en me tapant sur l'épaule en me disant « Oh, tu as de la chance, toi, vraiment, tu as bien réussi, tu as de la chance. » Parfois, j'ai envie de leur envoyer le message en disant « Écoute, peut-être que j'ai de la chance, mais j'ai été la chercher, la chance. J'ai été étudié, j'ai été forcé un petit peu les portes. » Jean-Marie Santander, vous écrivez aussi « Je connais la malignité des hommes, la versatilité des amitiés et des engagements. Je ne suis dupe de rien, ni de personne. J'ai compris que le succès est la conjonction de l'intelligence, de l'audace, du travail acharné, de l'action et du moment juste. Un peu de bonne fortune et de hasard, mais surtout la capacité d'un homme à s'accepter avec ses forces et ses faiblesses. » C'est le plus important à vos yeux, s'accepter avec ses forces et ses faiblesses, c'est une clé pour réussir ? Mais oui, c'est même la clé principale d'un entrepreneur. Aujourd'hui, quand vous interviewez, quand vous regardez la télévision, les gens ne parlent que de leurs atouts positifs. Ils parlent rarement de leurs atouts de leurs points négatifs. On parle toujours de ces atouts, on les met en évidence, on les pousse, mais on apprend dans ces échecs. C'est dans ces échecs que l'on va se ressourcer. Ici, on a l'intelligence de savoir pourquoi on a eu cet échec. Il y a un message systématiquement. Et c'est entre le moment où l'on trébuche et celui où l'on tombe que l'on fait le plus grand chemin. C'est un peu ça ? Oui, c'est magnifique. C'est effectivement ça. Ce qu'il faut, c'est analyser. Un échec, ça fait partie de la vie. Il faut l'analyser et le positiver. On dirait dans le monde économique, il faudrait le rentabiliser. Il faut rentabiliser l'échec.
Alors vous avez écrit, on peut le dire, un véritable roman avec des thèmes d'aujourd'hui, j'allais presque dire des thèmes d'actualité, immigration, énergie renouvelable. Vous nous faites pénétrer dans les coulisses de la haute finance et de la bourse. C'est d'ailleurs un roman qui pour la première fois vulgarise tous ces mécanismes de la haute finance. Quelle vision, Jean-Marie Santander, avez-vous aujourd'hui du monde de la haute finance qui se trouve pourtant à des années-lumière de vos valeurs morales et de l'esprit que vous incarnez ? J'ai été obligé d'aller vers la finance et la haute finance. La raison est simple. Donc, je suis issu d'une famille qui n'est pas fortunée et je vais travailler dans un métier qui est fortement capitalistique. C'est-à-dire que pour construire, on va mettre quelques chiffres très rapidement, pour construire une centrale, mettons, de 10 MW, donc 5 éoliennes, ça fait 10 MW, il faut 16 millions d'euros. 16 millions d'euros, la banque va vous demander entre 3 et 4 millions d'euros, elle va financer le reste. 3 et 4 millions d'euros, pour une personne qui n'est pas fortunée, c'est une fortune. C'est une fortune. Donc il faut bien aller le chercher. Et aujourd'hui, vous n'avez pas 36 manières pour aller chercher l'argent. Soit vous tombez sur un mécène qui croit en votre projet et qui vous dit je viens, je finance tout ce que tu vas faire. Je vous assure que c'est très rare. Soit vous allez sur les marchés financiers. Sur les marchés financiers, d'abord il faut arriver à les comprendre. Parce qu'en plus de mon diplôme d'ingénieur, j'ai été faire une formation de finance et de management. Et malgré ces formations, le monde de la bourse est un monde vraiment à part. On ne l'apprend pas à l'école. C'est un monde très particulier. Donc il faut l'analyser, l'étudier, essayer de comprendre les réflexes, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on ne fait pas comme ça. Et puis, en rentrant dans ce monde qui est très triste, qui est éphémère, triste et qui... on l'a vu malheureusement, engendre des catastrophes mondiales lorsqu'on dépasse les bornes, eh bien ce monde-là, j'ai été obligé de composer avec. Je le hais. Je ne l'aime pas, je le hais. Je hais ce monde-là, mais on est obligé de composer avec ce monde-là pour pouvoir obtenir les fonds dont on a besoin pour construire nos centrales d'énergie. Alors l'immigration est aussi au cœur de votre histoire familiale et de votre ouvrage. Vous qui êtes passionné par le Maroc, où vous vous vendez régulièrement, comment analysez-vous les problèmes liés à l'immigration que connaissent nombre de pays occidentaux aujourd'hui ? L'immigration, c'est la trame de mon roman. Je prends mon exemple, mon arrière-grand-père est né en Espagne, il va en Algérie, mon grand-père né en Algérie, mon père né en Algérie, il vit au Maroc, je né au Maroc. Et c'est quoi ma nationalité ? C'est quoi mes racines aujourd'hui ? Certes, j'ai un passeport français. Bon, ça, c'est administratif. Mais où sont mes racines ? On dit que les racines d'un individu, c'est l'endroit où sont nés ses enfants. Je peux témoigner que c'est pas vrai. Mes enfants sont nés à Aubagne, et Aubagne ne constitue pas mes racines. Donc, c'est un gros problème. Moi, je l'ai vécu, et d'autres aujourd'hui le vivent. Alors, certes, la politique vient s'y mettre. À l'époque... 1870-1930, c'était l'époque de la colonisation, c'était l'époque où on allait d'une manière, effrontée, occuper des peuples, occuper des nations. Et puis l'immigration, on s'en foutait à ce moment-là. Politiquement, il fallait peupler. Il fallait peupler, et tout était bon. Le gars qui avait tué son voisin, là, il n'est pas en prison s'il partait dans ce pays-là. Aujourd'hui, on a changé. Il n'y a plus d'occupation indue de territoire, et lorsque des gens des pays de l'Est ou des gens d'Afrique viennent chez nous, viennent en France, on parle d'immigration, mais elle a une connotation très 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 négative, alors qu'en 1870, à ce moment-là, elle avait une connotation qui était beaucoup moins négative, et au contraire, on l'a tirée. En matière d'énergie renouvelable et de développement durable, les initiatives fleurissent régulièrement. Quels sont les axes de recherche qui vous paraissent les plus prometteurs pour l'avenir, et quelles seront les grandes innovations de demain selon vous ? Alors, sans vouloir enfoncer des portes ouvertes, il est indiscutable que les énergies fossiles vont s'arrêter, puisque elles sont contingentées, on va dire. On sait déjà, il y a un certain nombre d'années qui sont encore possibles, mais ça s'arrêtera. L'énergie nucléaire, on voit qu'elle a du mal à passer. On voit un pays comme l'Allemagne renoncer au nucléaire. On voit, avant la crise, parce que la crise a modifié la donne, on voit des pays comme l'Italie, comme la Suisse, etc., qui refusent l'énergie nucléaire, et ils ont raison.
Ils ont raison. Fukushima vient de malheureusement rappeler les dangers qu'il y a. Il n'y a pas plus dangereux qu'une spécialité qu'on n'est pas capable de maîtriser. Et là, on n'est pas capable de maîtriser l'énergie nucléaire. S'il y a un problème, on ne sait rien faire. Fukushima l'a montré. Donc, il faut ce qu'on appelle des énergies alternatives. Donc, le mot le porte bien. Il faut une alternative. Et dans les énergies alternatives, il y en a plusieurs. Il y a l'hydraulique, qui est la plus importante. En France, il y a beaucoup d'hydraulique. Malheureusement, les points sont saturés. Il y a presque plus d'endroits où on peut faire de l'hydraulique. Je parle dans les pays de l'Europe de l'Ouest, parce qu'en Europe de l'Est, il y a un peu plus de potentiel. Et puis, il y a ensuite l'éolien, le solaire, la biomasse, le biogaz, enfin, il y a une foultitude d'énergies, mais la plus mature de toutes ces énergies est aujourd'hui l'éolien. Le solaire s'est développé fortement, mais les 4 principaux pays européens que sont l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne ont décidé de ne plus supporter le solaire. Donc l'éolien est aujourd'hui la filière la plus mature et c'est celle qui combat, qui gagne progressivement les marchés. J'ai lu il n'y a pas bien longtemps qu'en 2050, l'Allemagne envisageait de produire entre 50 et 70% de la consommation des Allemands avec des énergies renouvelables. Alors EDF vient de demander 2 milliards d'euros au gouvernement pour arrêter la plus vieille centrale nucléaire française. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est scandaleux. L'État aurait dû demander à EDF le prix des missiles, les missiles Milan qui sont au bord des centrales pour protéger contre une attaque, toute la protection, toute la sécurité militaire qui est mise autour de ces centrales-là, etc. Ils auraient dû demander également des milliards et des milliards à EDF. C'est scandaleux. Alors votre succès, Jean-Marie Saint-Ander, se paye aujourd'hui au prix fort. Un jugement voudrait vous interdire de travailler dans l'éolien en France. Quel sentiment éprouvez-vous ? Celui d'une profonde injustice ? Ben écoutez, vous touchez un point délicat, bien entendu, qui est mon actualité. C'est le problème des gens qui n'ont jamais rien créé et qui viennent prendre la place de ceux qui ont créé les fondateurs. Donc vous avez un directeur général, bon, il a fait une bonne formation universitaire, une belle école, et il va venir prendre la place du fondateur. Et comme le fondateur va sûrement lui faire de l'ombre, puisqu'il a fondé déjà cette société, donc il n'y a pas de raison pour pas qu'il en fonde une autre, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va lui pourrir la vie. On va lui pourrir la vie pour que cette personne-là ne refasse pas. Imaginez que l'éolien, les acteurs en France se comptent sur les doigts d'une seule main. Donc s'il y en a un nouveau qui vient et puis qui a déjà eu tout ce succès-là, on va essayer de l'embêter avant. Alors j'ai fait pas mal d'études, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, ensuite j'ai fait un DESS de finance, ensuite un master de management, et je n'ai pas appris que le pénal était une stratégie de développement pour une société. Je viens de l'apprendre à mes dépens. Les écoles devraient l'enseigner. Pourquoi parler au bout de 4 ans ? Est-ce que cela a été difficile de porter un tel fardeau ? Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que vous avez la rapidité des jugements. Vous avez des forums, vous avez des sites sociaux, vos enfants lisent ça, vous appellent ça en papa, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ? C'est très difficile. Alors, moi, j'ai un caractère assez trempé et je me suis fait fort de ne jamais répondre à toutes ces attaques, sauf maintenant le vent de Vénus qui vient de sortir et qui sera une réponse à toutes ces personnes. Mais c'est très difficile, ces attaques. Il n'y a pas que des attaques, il y a des actions, il y a des actions auprès des tribunaux, des actions auprès du parquet, etc. Et tout ça est vraiment de nature à vous d'envisager de partir de là où vous êtes et de dire bon ben j'arrête, je pose mon kimono et je m'en vais. Mais en fait, est-ce que, au fond, est-ce qu'on vous ne reproche pas d'avoir voulu jouer dans la cour des grands ? Est-ce que c'est pas ça le... Mais c'est ça le plus gros problème. Oui. Dans l'esprit français, vous avez Monsieur X qui a gagné de l'argent, et Monsieur X est issu d'une famille pauvre ou modeste. Eh bien, il y a un doute, il y a une suspicion. Si vous avez le fils d'une grande famille qui a cette même quantité d'argent sur le compte, c'est normal parce qu'il est issu d'une grande famille. Si vous êtes issu d'une famille modeste, il y a obligatoirement, systématiquement, le doute qui s'installe dans les personnes. C'est pas normal que cette personne ait gagné cet argent. Jean-Marie Saint-Ander, comment voyez-vous votre futur ?
Nous avons repris depuis le mois de janvier parce que j'avais une clause de non-compétition de 3 ans. Donc nous avons repris depuis le mois de janvier l'éolien. Ça marche bien. Nous avons sécurisé 3 fermes éoliennes et une ferme éolienne devant ceux qui ont voulu m'empêcher de travailler. Donc je continuerai, je me battrai tant que j'aurai la force et que je ne serai pas malade. Je me battrai pour faire de Global EcoPower un des acteurs incontournables des énergies renouvelables en France. Jean-Marie Saint-Anders, au-delà de la saga familiale, de l'étonnant succès industriel, de la passionnante plongée dans ce monde impitoyable qu'est le monde de la bourse, que faudra-t-il retenir de votre témoignage et quelles leçons devront en tirer les nouvelles générations de Saint-Anders? Qu'est-ce qu'on devra tirer de votre expérience? L'espoir. Merci Jean-Marie Saint-Anders d'être venu à ce micro. Pour retrouver les informations concernant la société de Jean-Marie Saint-Anders, Global EcoPower, vous pouvez vous rendre sur le site www.global-ecopower.com. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Jean-Marie Saint-Anders, Le vent de Vénus, publié aux éditions du Rocher. Il sortira en librairie dès le 15 octobre prochain, mais vous pourrez également vous rendre sur le site farachaequities.com pour pouvoir l'acheter, pour pouvoir donc également le commander via une adresse mail, le vent de Vénus tout attaché @farachaequities.com. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention. Pour revoir cette émission en podcast, vous pouvez vous rendre sur le site de l'Institut de prévention et de gestion des risques urbains, ipgr.fr. Je vous rappelle également que vous pourrez retrouver cette émission sur les chaînes de nos partenaires Risque TV et Aléa TV. En attendant de vous retrouver sur Dialogue pour un prochain numéro d'IPGR Chronique Info, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite sur Dialogue.